Alors, des complications pour le financement, de plus en plus dur. En 2020, j'étais déjà bloqué d'un point de vue de l'endettement, du soulèvement de l'endettement, etc. Vous, ça se passe comment? Est-ce que c'est ça qui justifie le passage sur le marchand de biens? Je suis déjà passé sur cette phase de l'association. Des locataires, c'est du temps, c'est des emmerdes, c'est du suivi, ça peut coûter de l'argent de faire des déplacements, etc. Pour refaire le film, vraiment, j'aurais peut-être pas commencé en nom propre, mais j'aurais commencé directement en société. Bienvenue dans Leverage Talk, la série de vidéos destinée à mettre en avant des individus à succès afin qu'ils nous partagent leurs conseils et leur expérience. J'espère que l'intervention d'aujourd'hui t'apportera un maximum de valeur ajoutée et te plaira. Je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve dans l'épisode. Allez, donc bonjour à vous, bienvenue dans ce deuxième Leverage Talk. Aujourd'hui, je suis en présence de Sylvain et Ismaël. Donc messieurs, bonjour à vous, bienvenue. Salut Bastien. Salut Bastien. Donc Sylvain et Ismaël, ça fait maintenant un bon moment qu'on est rentrés en contact. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être vous présenter un à un sur votre parcours, ce que vous faites, qui vous êtes? Bon, déjà, merci pour l'invite, Bastien. C'est un honneur d'être invité sur ta chaîne, que je suis et que j'apprécie pour toute la valeur et le contenu que tu proposes. Je suis pas trop habitué à cet exercice d'interview, alors faudra pas m'en vouloir si je suis pas aussi à l'aise que mon ami podcasteur réputé Ismaël. En tout cas, merci de nous avoir invités. Donc, moi, c'est Sylvain. Je m'appelle Sylvain, 37 ans. J'ai un enfant de 8 ans avec ma compagne Vanessa, là, qui me suit depuis environ 15 ans. On est installé en Bretagne, dans le Morbihan, à côté de Lorient. Je suis actuellement marchand de biens, avec cette petite particularité et cette expertise que je me suis forgée dans la division de bâti. Je crois qu'on y reviendra plus tard. J'ai grandi en Vendée, sur une petite île à l'île-Dieu. J'aime bien préciser cette petite anecdote, c'est pas commun. Donc, je suis un insulaire. J'étais un bon élève, mais j'ai grandi dans une famille un peu en difficulté financièrement, pour poser un petit peu le contexte. Donc, parents divorcés, papa marin-pêcheur avec toutes les contraintes qui vont avec ce métier. Voilà, vous avez deviné. Et mes deux sœurs, donc ma mère femme de ménage. Donc on a galéré à se loger, changé de maison plusieurs fois. On a même habité temporairement dans le garage de ma tante puis chez ma grand-mère. Bref, pas trop facile à cet âge-là. Je devais avoir 8-12 ans. Mais avec du recul, c'est sûrement de là qu'est venue mon envie de faire de l'IMO. Je me suis rendu compte qu'avoir un toit sur la tête, c'est important. Et en prime, pouvoir loger du monde, voilà, c'est plutôt gratifiant. Donc voilà, bon élève quand même, hein, j'ai des bonnes notes à l'école, mais j'ai senti qu'il fallait que je travaille vite et que je devienne indépendant rapidement pour libérer ma mère de cette charge financière. Donc je suis parti sur un CAP ébénisterie. Donc j'ai pas fait des grandes études, hein, mais donc c'est à partir de là que j'ai appris à me servir de mes mains plus que de ma tête à cette époque en tout cas. En tout cas, ça m'a familiarisé avec le bricolage et tous les travaux manuels. Et, euh, et j'ai finalement prolongé un peu mes études en passant un brevet des métiers d'art en Bretagne. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans cette région d'ailleurs. Et en parallèle de mes études, j'ai fait des petits boulots. Et puis tout de suite après mes études, voilà, j'ai bossé. Donc à mes 18 ans, j'ai travaillé officiellement. J'ai fait des saisons d'hiver à la montagne dans un ski shop, l'été à la mer à l'île-Dieu, donc dans un bar chez moi. Et puis on s'est installé en 2012 en Bretagne avec Vanessa, donc. Et je me suis retrouvé dans une entreprise de menuiserie pendant 4 ans. Ça m'a pas plu du tout. Franchement, payer une misère, respirer de la poussière avec des vieux qui ont bossé toute leur vie dans cette boîte. J'avais vraiment pas envie de finir comme eux. Mais j'ai vraiment appris le métier du bâtiment, la rénovation, voilà, les artisans et plusieurs corps de métier dans le BTP. Donc ça, c'est le point positif. Et à mes 30 ans, en 2016, oui, c'est ça, j'ai décidé de reprendre un peu ma vie en main, me remettre au sport et surtout changer de taf pour faire un truc qui me plaît. Donc, étant adepte de sport de glisse, je suis devenu coach de wake. Donc, j'ai passé un Ok. BP. Ouais, j'ai passé un BPGEPS et j'ai bossé pour un pote qui avait une structure, un wake park. Je sais pas si Ok. ça parle aux gens, mais en gros, c'est un skate park sur l'eau. On est tiré par un câble comme le ski nautique, mais avec une planche un peu style snowboard, quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. Et j'ai été embauché en CDI, donc au West Park, à côté de Lorient, pour la petite pub. Et l'avantage de ce métier, Le du coup, Saint c'est de Graal, bosser. le Saint Graal, le CDI pour commencer à investir en Ouais, immobilier, du coup. ouais, exactement, voilà. Et donc, le CDI, et en plus, comme je bossais beaucoup l'été, mais beaucoup moins l'hiver, j'ai eu le temps de me former en immobilier, profiter de ce temps libre pour rénover les apparts que j'ai pu mettre en location, et le process s'était lancé. Et à vrai dire, à cette époque-là, je me suis remis au sport vraiment intensivement, dans une phase un peu de développement personnel. Et quelques jours après avoir acheté notre résidence principale, donc en 2017, début 2017, je lis le livre de Yann Darwin, formateur IMO, là, que je pense que tout le monde connaît. Je regarde plein de vidéos, je me rends compte que j'ai fait une grosse connerie en achetant ma résidence principale, du coup. En effet, beaucoup trop cher, avec full endettement, enfin voilà, tu vois, tout ce qu'il faut pas faire. Mais j'ai quand même pu acheter un premier appartement en 2018, début 2018, une colocation à Lorient.
Puis ensuite, bah, voilà, j'ai vendu ma résidence principale pour encaisser la plus-value, pour pouvoir enchaîner les investissements immobiliers. Je me suis vraiment mis dans ce mode immobilier à fond. Et puis ensuite, bah, voilà, c'était parti, hein, j'ai acheté un immeuble, puis des appartements, une autre résidence principale. Puis voilà, à raison de 2 investissements par an, voilà, ça monte. Des immeubles avec création de lots dans des combles, un plateau aussi que j'ai divisé en 2 appartements dans une copro. Enfin voilà, ce genre d'invest, quoi. Et puis bah là, depuis, j'ai un peu arbitré pour pouvoir lancer ma jeune carrière en tant que marchand de biens, donc que je suis depuis plus d'1 an maintenant, fin 2022. Donc c'est quand même assez récent. Mais en effet, avec le locatif, j'ai déjà pu diviser des maisons pour créer des immeubles, comme je disais, des plateaux divisés en plusieurs apparts. Donc j'ai vraiment trouvé que la division de bâti était un bon levier d'enrichissement. Donc bien sûr, avec toutes les contraintes et les difficultés que ça peut représenter, hein, mais j'ai donc continué la division immobilière en tant que marchand avec plusieurs opérations là, donc certaines en cours et d'autres finalisées. Voilà un petit peu, je Ok. pense avoir fait un bon Ouais. tour. Ouais, bah effectivement, c'est vrai que du coup, de par la richesse de votre parcours immobilier à tous les deux, je pense qu'on pourra revenir aussi sur des opérations, même hors marchand de biens, pour parler aussi un petit peu de votre vision du marché immobilier. Et je Ok. pense que ça sera super intéressant. Et toi, du coup, Ismaël, donc on s'est connus aussi par l'intermédiaire de Green Bull, Yes. dans les Topco. Voilà, pas mal d'investissements. Tu as un podcast aussi, La Bonne Fortune, donc un parcours aussi super riche. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement plus, du coup, sur ton parcours, ton histoire, voilà, un petit peu ce qui t'a mené aujourd'hui à partager, à te lancer dans l'aventure marchand de biens? Avec grand, grand plaisir. Bah, écoute, déjà, tout d'abord, merci Bastien, c'est un honneur voilà, de participer au Leverage Talk, voilà, ton émission tout fraîchement lancée, donc c'est cool. Tout d'abord, j'invite les auditeurs, les auditrices à tout de suite, vu que c'est un lancement de chaîne, à aller mettre des petits avis, des petites notes 5 étoiles, vous abonner sur YouTube, etc., etc. Pour le référencement, c'est important, surtout sur un lancement. Donc, Bastien va donner de son temps pour donner pas mal de bons contenus. Donc voilà, tout de suite, j'invite, avant de me présenter, les auditeurs à aller défoncer toutes les notes Spotify, Apple Podcasts, etc. C'est apprécié, c'est apprécié. Merci à toi. Sinon, oui, pour me présenter, donc à l'heure où on enregistre cette émission, j'ai 38 ans. Moi, je suis originaire de Poitiers, là où je réside actuellement. J'ai fait mes petites études à Poitiers tranquillement, un petit bac en poche. Je me suis orienté tout de suite sur une carrière chez les sapeurs-pompiers, notamment chez les militaires, donc à la BSPP, chez les sapeurs-pompiers de Paris, où je suis rentré à mes 20 ans. Et passé 6 années à Paris. Après, donc j'ai basculé chez les sapeurs-pompiers professionnels, qui sont là pour le coup fonctionnaires, sa petite subtilité. Ce qui m'a fait atterrir donc dans le Nord, où j'ai vécu 10 ans avec ma compagne, où on a eu nos 2 filles, qui ont 5 et 7 ans maintenant. Et là, depuis un peu plus de 4 ans maintenant, donc je me suis réinstallé sur Poitiers suite à une démission par rapport aux différents investissements, notamment locatifs classiques, que j'ai pu faire tout au long de ma carrière en parallèle de mon boulot. Et là, actuellement, l'idée de se lancer aussi sur l'activité de marchand et en association, notamment avec Sylvain, avec Damien aussi, un autre associé, on pourra en dire un petit peu plus autour du concept qu'on souhaite lancer. Mais voilà, et grosso modo, d'un point de vue immobilier, c'est venu assez tôt, au final, sans trop savoir où ça allait mener. Simplement, à mes 20 ans, une fois que je rentre chez les pompiers, premier salaire qui tombe, etc. Donc à cette époque, je vis encore chez ma mère. Et donc l'envie de tout simplement avoir mon indépendance et trouver mon petit logement, et que de passer par la case de location, comme beaucoup de jeunes font à cet âge-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le déclic de dire, tiens, j'ai envie d'acheter mon appartement, et avec cette conception en tête initialement de me dire que de mettre un loyer à fond perdu, je vais acheter mon appartement, et dans 20 ans, je serai l'homme le plus riche du monde, parce que j'aurai fini de dépenser mon appartement où j'avais 400 € de mensualité à peu près. C'était un petit T2 à 65 000 € à l'époque. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de me dire je vais capitaliser, mais vraiment sans trop de réflexion derrière. Un appartement où C'était à Poitiers? À Poitiers, ouais. J'ai vécu dedans à peu près 3-4 ans, et puis après, donc quand je suis allé m'installer dans le Nord, il est venu se poser la question de quoi faire de ce logement. Deux solutions s'offraient à moi: soit je le revendais, soit je le mettais en location. J'ai pris la deuxième voie, pareil, en tâtonnant, etc. Donc je vais à la librairie du coin acheter les baux en format papier à l'ancienne, avec les formats carbone là qu'on recopie à différents volets, et puis je fais une annonce, Le Bon Coin, etc., qui se loue très très rapidement. Et donc voilà, et de là, j'ai commencé à apprendre un petit peu le locatif, avec tout ce qui est un peu inhérent au locatif, les charges, l'entretien, les impôts, hein, sur le régime des impôts fonciers, etc., etc.
Et voyant que ça fonctionne bien, qu'au final, chaque mois, il y a le locataire qui rembourse une belle partie du capital, etc., et un petit peu de quelques charges, je me dis, tiens, c'est quand même pas inintéressant. Et donc, j'ai répété l'opération. Il m'a fallu un petit peu de temps, mais avec ma compagne, on a racheté un appartement. Après, on a acheté notre résidence principale dans le Nord. On a refinancé le premier à deux, etc. Et puis après, en 2018, c'est là où tout s'est accéléré un petit peu, avec l'acquisition notamment d'un immeuble de rapport là, sur Poitiers, un peu plus de, environ 350 mètres carrés avec 5 lots. Où là, j'ai fait de la location, notamment Airbnb, aussi un peu de la coloc. J'ai fait de la découpe-revente aussi immédiatement sur un des lots, ce qui m'a permis de rentrer un petit peu de cash et ce qui m'a permis de me diversifier à ce moment-là sur d'autres classes d'actifs et notamment dans le private equity où on a investi dans Green Bull, ce qui nous a fait nous rencontrer par l'intermédiaire de cette Topco. Et donc voilà, donc fin 2019, du coup, avec ce locatif et notamment la courte durée qui marchait très 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 bien, j'avais vraiment pour volonté de revenir m'installer à Poitiers avec ma compagne. Et de base, je visais une simple voie de mutation classique, mais c'était assez compliqué parce que les recrutements à Poitiers, c'est vraiment complexe. Donc au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, à me casser un petit peu les dents sur la mutation, j'étais assez à l'aise de point de vue des investissements pour prendre mon indépendance. Et donc j'ai sauté le pas, j'ai posé une démission, on est rentré s'installer avec ma compagne. Et dans le même temps, donc l'envie de continuer à investir, l'envie d'apprendre, parce que consommateur de lecture, de podcasts, etc., de s'entourer un petit peu de gens qui font. J'ai décidé, moi, à mon tour également, de lancer ce podcast La Bonne Fortune en 2021, début 2021, où j'ai fait plusieurs émissions, et notamment une avec Sylvain, où j'avais fait, je sais plus exactement, mais grosso modo, un appel à candidature. Parce que de base, mon émission, c'est plutôt d'inviter des personnes qui sont déjà expérimentées, des entrepreneurs déjà entre guillemets à succès, pour expliquer tel ou tel concept. Et là, l'idée, c'était de faire une petite mini-série avec les personnes comme toi, comme moi, un petit peu sorties de nulle part, inconnues au bataillon, pour qu'ils racontent un petit peu leur parcours d'investissement. Et c'est là où Sylvain et Vanessa, sa compagne, ont répondu à l'appel. Et c'est là que j'ai rencontré, voilà. Et puis depuis, on a sympathisé. J'ai eu le plaisir d'aller dans sa belle Bretagne, passer des bons moments, etc. avec. Et voilà. Et donc tout naturellement, l'association s'est fait pour lancer cette activité de marchand ensemble. Et puis la volonté aussi de l'ouvrir, comme tu le sais, on a déjà parlé, hein, Bastien, mais de l'ouvrir également à des investisseurs, voilà, de l'ouvrir à la communauté, que ce soit de La Bonne Fortune ou autre, des investisseurs vraiment grand public qui puissent venir participer, d'une part d'un point de vue financement, mais on pourra rentrer dans le détail, et deuxièmement d'un point de vue aussi continuer ce process d'échange, de partage et d'apprentissage continu en fait au fil de l'eau, quoi. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Ah bah super, mais c'est vrai que du coup, on a abordé pas mal de sujets déjà, et donc notamment votre rencontre à tous les deux. Il y avait un point aussi que je voulais aborder avec vous, du coup là ça m'est venu en vous écoutant parler. La diversification, justement, t'en parlais, c'est quand même super important. Pour ma part, moi je suis vraiment sur la partie globale, donc l'approche gestion privée. C'est vrai que pour moi, c'est le concept d'allocation, c'est hyper important. Du coup, sur les premiers revenus que que vous avez eu, ça se passe comment quand vous commencez à avoir du cash flow, vous commencez à avoir 100, 200, 300, 1000 euros par mois en plus? Est-ce que vous le mettez alors est-ce que c'est sur des comptes de société? Est-ce que c'est sur vos comptes perso? Est-ce que vous le mettez déjà, vous avez le réflexe au début de vos premiers investissements de le mettre en assurance vie, en action, en crypto? Ça se passe comment les premiers cash flows? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les accumulez pour de nouveaux projets? Ça se passe comment à ce niveau-là? Moi, les premiers cash flows que j'ai rentrés, en plus, c'était quand même des belles sommes parce que j'ai profité du crédit différé, là, tu sais, c'est-à-dire qu'on rembourse pas tout de suite les mensualités, on rembourse uniquement les intérêts et les assurances. Et du coup, il y a quand même du cash qui rentre, effectivement, mais la première idée, c'est de déjà se faire une épargne de précaution. Moi, perso, je l'avais pas. Donc, il fallait absolument que je me fasse une épargne de précaution pour pouvoir pallier à divers problèmes déjà avec mes locatifs. Et de deux, pour être un peu plus bankable et voilà, et puis pouvoir continuer à investir. Donc ça, c'était la première phase. Et après, très vite, effectivement, avec le surplus, je me suis aussi penché sur la bourse, crypto, investissement un petit peu alternatif et tout ça. Okay, exactement, tout pareil pour ma part. De base, pas trop, un petit peu vivre à flux tendu, etc. Alors avec un appart, avec 2 apparts, avec une résidence principale, etc. Bon, ça passe. Avec quelques petits, centaines, milliers d'euros sur le compte de réserve. Mais après, en accélérant un petit peu au niveau de l'immobilier, je pense que, en tout cas, moi c'est ma position, mais c'est quand même plus intéressant d'être sécure et d'avoir un beau petit matelas, quand même une belle marge pour faire face, que ce soit à la vacance locative, que ce soit aux impôts, au changement de fiscalité, des choses qu'on n'aurait pas anticipées, un changement de chaudière, etc., etc. Et donc tout comme Sylvain, vu que j'étais tout le temps un peu à flux tendu, jusque-là, j'avais jamais eu de grosse tuile, mais bon, je me suis dit, c'est quand même intéressant d'être sécure, et d'où la volonté avec cette première acquisition
d'immeubles, de premier immeuble de rapport, de vendre tout de suite un lot pour tout de suite détacher du cash de façon quand même bien plus importante pour être quand même bien plus sécure. Et en effet, d'une part, avec ça, j'étais déjà à l'aise pour avoir le matelas. Et puis c'est à ce moment-là que j'avais vraiment l'envie et je suis passé vraiment à l'action pour en termes de diversification. Parce qu'en effet, ouais, toi, Bastien, avec ton œil généraliste de gestion privée, de CGP, etc., t'es bien placé pour savoir qu'en effet, c'est intéressant de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Que ce soit d'un point de vue, on va dire, performance financière, ça peut être intéressant, mais également d'un point de vue liquidité, parce que c'est quelque chose, je pense que en termes de liquidité, de disponibilité des fonds, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à oublier. Et par exemple, l'immobilier locatif classique à crédit, c'est super parce qu'on va bénéficier de l'effet de levier bancaire, etc. Donc ça, c'est super. On peut potentiellement avoir un cash flow positif en fonction de l'opération. Mais l'immobilier, ça reste quand même une classe d'actifs qui est dite illiquide parce que forcément, si on a besoin de récupérer le cash, il faut passer par un processus de vente qui va être potentiellement assez long. Même si c'est réduit au minimum, ça va prendre 3 mois, 4 mois pour récupérer les fonds. Et dans toutes les différentes classes d'actifs, il y a un petit peu ce même processus parce que ce soit si on ouvre un PEA qui est jeune, potentiellement, techniquement, on peut récupérer les fonds, mais on va le casser, donc on va perdre la fiscalité, l'avantage, etc. Donc c'est pas le but. Donc potentiellement, lorsqu'on investit sur un PEA, allez, ça va être minimum 5 ans, ça va être bloqué. L'assurance vie, ça va être intéressant, mais pareil, d'un point de vue de la fiscalité, c'est bien que le contrat soit un peu plus long. Les cryptos, par exemple, ça va être très, très liquide, mais si on se positionne sur un cycle un petit peu aussi, que 6 mois après, ça se casse la goule pendant 2-3 ans, quand on voit les différents cycles. Donc, potentiellement, c'est liquide, on peut récupérer, mais est-ce que c'est le bon moment? Et donc, voilà, le fait d'être diversifié sur ces différentes classes d'actifs, ça permet de choisir le moment, dès lors qu'on a besoin vraiment d'avoir un peu de cash, de taper dans telle ou telle poche d'actifs qui fait sens par rapport à notre situation. Et en ce sens, je pense que la diversification, c'est intéressant. Ouais. Ouais, complètement. C'est vrai que en plus, comme tu disais, hein, l'immobilier, c'est surtout une question de liquidité. C'est vrai que nous, on prône vachement avec alors soit les investisseurs qui sont en début de parcours, soit les jeunes investisseurs. Avant de gérer le patrimoine, on est surtout sur une approche de création de patrimoine. Le levier bancaire, pour ça, c'est un des meilleurs leviers qu'on peut avoir. Et bon, d'ailleurs, Leverage Club, on est aussi là pour nous. Notre objectif, c'est leverager le patrimoine des investisseurs. Et c'est vrai que ce qu'on a d'un côté à la hausse, effectivement, il suffit qu'on ait des travaux. On a vite une facture sur un bien à 200, 300, 400 000 euros, une facture qui peut monter à 20, 25 000. On le souhaite pas. Généralement, ça s'anticipe. Vous allez nous donner sûrement quelques conseils pour justement anticiper du mieux possible tout ça. Et c'est vrai que dans ce genre de cas de figure, c'est toujours bien d'avoir, nous en tout cas, on prône justement le matelas de sécurité, comme tu disais, Sylvain, d'avoir une partie aussi liquide en assurance vie, en bourse, et d'avoir finalement des matelas dans lesquels on peut piocher en fonction de ses besoins, sans pour autant se priver de réitérer des opérations, puisque en France, on a la chance d'avoir du coup cette facilité de financement bancaire, qui en ce moment un peu plus compliqué et qui peut expliquer d'ailleurs parfois le fait de s'orienter vers le marchand de biens. On va l'aborder un petit peu après dans l'échange. Une autre question là qui m'est venue en vous écoutant parler, encore une fois, là, si vous pouviez revenir en arrière pour vous donner un conseil sur votre première acquisition immobilière, ça serait quel conseil? Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Hein. Clairement, comme je disais dans ma petite présentation, j'ai commencé à 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37, 38 bientôt. On sait que plus tôt on commence, même tu parlais d'investissement en bourse ou en crypto, effectivement, avec l'effet cumulé, plus on investit tôt et plus on pèse vite dans le game avec le temps. Voilà, ça c'est mon grand regret. C'est juste de ne pas l'avoir fait assez tôt. Ouais, moi ça va pas être un regret parce que comme on dit, la vie est ainsi faite et puis c'est après coup c'est facile de refaire le film et puis je pense que le fait d'avoir pris du temps, etc. Enfin c'est comme ça, c'est un processus. Mais à refaire, j'aurais 2 axes. Le premier un petit peu comme Sylvain, alors non pas de commencer plus tôt parce que j'ai commencé à 19-20 ans, mais par contre d'aller plus vite. Une fois que j'ai commencé de scaler plus vite, ça serait un peu voilà dans ce sens. Mais bon, voilà, il m'a fallu ce temps-là. Enfin bref, c'est comme ça, donc aucun regret. Mais par contre, je pense que à refaire le film, vraiment, j'aurais peut-être pas commencé en nom propre, mais j'aurais commencé directement en société. Alors, c'est un petit peu à l'inverse de ce qui est souvent préconisé. Et encore une fois, là, mon propos, c'est pas de dire il faut faire comme ça. C'est vraiment une réflexion personnelle, mais de commencer en société dans le sens où, vu qu'au début de parcours, c'est assez simple de soulever des fonds, les 33% d'endettement, etc., dès lors qu'on n'a pas de crédit, de le soulever pour une société, de l'encloisonner, une société à l'IS. Et après, avec le temps, au bout de 3, 4, 5 ans, la société, potentiellement, elle est autonome. Et donc, nous, individuellement, on est détaché et on peut réemprunter ces 33%. On n'est plus dans cette case.
que si on le fait à l'inverse, et ce qui a été un petit peu mon cas, ben, on va au 33%, on est bloqué, et là, on peut pas passer par une société, etc., parce qu'il faut des garanties personnelles, vu que la société n'existe pas. Donc, de commencer en société, commencer à faire cette boule de neige dans une structure encloisonnée, qui après sera plus vite autonome, et ce qui nous empêchera pas après de bénéficier des 33% derrière. Je le ferai plus à l'inverse comme ça, même si c'est contre-intuitif, parce que c'est vrai que fiscalement, le nom propre, c'est facile. Alors moi, j'ai commencé en location nue, avec le micro-foncier, tout ce qu'il faut pas faire, mais potentiellement, mais ceux qui nous écoutent et qui pensent notamment ou qui ont fait du meublé, le LMNP, pardon, c'est assez sexy, nom propre, etc., la fiscalité réduite, les premières années, on paye rien et tout. Au niveau de l'impôt, c'est cool, mais quand même, tant pis, je sauterai cette case au début pour tant pis partir sur de la fiscalité, mais pour pouvoir voilà, avoir une structure qui, tout de suite, la boule de neige tourne dans cette structure et qui après devient autonome rapidement. Et comme le disait parfaitement Sylvain, après, avec la magie de l'effet cumulé, notamment des intérêts composés, on développe le patrimoine, mais l'effet cumulé, voilà, on commence comme ça, et puis après, la boule de neige, on n'arrête plus, quoi. Donc, de le faire à l'inverse. C'est vrai que ouais, pour les personnes qui voient pas exactement, c'est vrai que quand on est en société, on a bien une distinction juridique entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. C'est vrai que du coup, effectivement, quand on passe en société, on n'est plus soumis aux mêmes normes. Pareil pour les normes du HCSF, donc le Haut Conseil de stabilité financière, où ces normes qu'on a en tant que particulier sur le taux d'endettement ne s'appliquent pas de la même manière, enfin, elles ne s'appliquent pas quand on est en société, et donc même quand on pousse pour être du coup considéré comme un investisseur professionnel. Donc après, par contre, ça engage aussi beaucoup plus la responsabilité des personnes qui exercent l'activité derrière. Aujourd'hui, du coup, alors des complications pour le financement, de plus en plus dur. Vous, ça se passe comment? Est-ce que c'est ça qui justifie le passage sur le marchand de biens? Est-ce que c'est aussi peut-être, parce que moi j'ai eu le cas avec certains investisseurs que j'accompagne, où on a cette problématique qui j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus présente tu sais, c'est Yann Darwin qui utilise ce ratio temps, argent, emmerde, où on a finalement des locataires, c'est du temps, c'est des emmerdes, c'est du suivi, ça peut coûter de l'argent de faire des déplacements, etc. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté-là de finalement faire un aller-retour, encaisser du profit de plus en plus important au fur et à mesure qu'on enchaîne les opérations sur du marchand de biens? Qu'est-ce qui justifie de votre côté aujourd'hui le passage en marchand? Est-ce que vous allez du coup réarbitrer, on parlait de réarbitrage de patrimoine derrière, tous vos biens pour vous libérer un maximum de trésor pour faire du marchand? Aujourd'hui, votre vision, elle est laquelle? Et finalement, voilà, pourquoi le marchand à l'heure actuelle? Excellente question. Je pense qu'il y a 2 points sur ce que tu dis dans ta question. Il y a pourquoi, entre guillemets, l'association et pourquoi le marchand. D'un point de vue du crédit, comme tu le dis, on est vite au 33% d'endettement, donc limité par les normes du HSF, etc. Donc, on se retrouve relativement vite bloqué, sachant que toutes ces normes ont été assez restrictives depuis 2019. Pour ma part, je me suis déjà confronté à même pendant les belles années 2019-2020, j'étais déjà bloqué d'un point de vue de l'endettement, du soulèvement de l'endettement, etc. Donc, je suis déjà passé sur cette phase de l'association pour faire des projets, même en locatif, via l'association. Peut-être aussi un des points que j'aurais fait plus tôt, d'ailleurs. Mais donc oui, l'association pour trouver d'autres leviers de financement, etc., quand on se retrouve bloqué, ça peut être intéressant. Et l'activité de marchand, en effet, sachant que sur le financement, après Sylvain, il t'en dira un peu plus avec son expertise, mais on est soumis peu ou aux mêmes règles et aux mêmes difficultés de financement. J'entends par là quand on vise un financement bancaire, si ce n'est même encore un peu plus important, parce qu'ils vont demander de l'apport, ça ne reste pas forcément aux mêmes personnes, ça va être des conseillers pro, si ce n'est même après des services carrément dédiés, marchands, promotion, etc., au sein des banques. Donc ça va être l'accès au crédit va être encore un peu plus restreint que pour le particulier qui veut faire du locatif. Donc pour ma part, oui, il y a d'une part la volonté de s'associer pour s'affranchir de ces barrières, et l'activité de marchand intervient non pas par rapport à cette difficulté de financement, mais plus dans l'envie de dire sur notre parcours, je pense que Sylvain, ça va être similaire, mais on a quand même cette appétence sur l'immobilier initialement, notamment sur le locatif, on va commencer. Mais le fait d'avoir arbitré au fur et à mesure de notre parcours, c'est là qu'on se rend compte que potentiellement, lorsqu'on fait une belle affaire, là, quand on revend, qu'on a remboursé une partie du capital, qu'on a une petite marge à la fin ou voire une belle plus-value, là, il ne s'agit pas de 200, 300, 400 euros de cash flow qui tombent, c'est vraiment une somme bien plus conséquente. Et donc, vraiment, ces deux choses, se réorienter parce que c'est un autre métier pour aller faire et avoir des résultats encore plus importants. Et d'avoir cette vision long terme, parce qu'en effet, une opération, c'est bien, le marchand, mais
un marchand va s'inscrire dans la durée et ça va être vraiment son boulot, faire plusieurs opérations. Tu le sais très bien, Bastien. Voilà, sinon on fait une opération aller-retour comme ça, on le fait en particulier et puis on s'embête pas avec toutes les restrictions. Mais voilà, pour ma part, c'est vraiment cette volonté de s'associer pour s'affranchir un petit peu des barrières du financement, on va dire. Et puis après, l'activité de marchand, c'est plus d'un point de vue philosophique, d'appétence de l'immobilier, de continuer à scaler, à grandir et avoir la chose d'un point de vue différent. Ok. Ok. Il y a peut-être aussi le fait de Pareto, quoi. C'est-à-dire, vu que vous avez commencé par du locatif, en réalité, au fur et à mesure d'arbitrer, vous gardez les biens qui tournent, qui vous rapportent du cash, où on a un ratio, encore une fois, temps argent en merde qui est excellent. Et au final, on se dit, bon, ok, je garde les meilleurs, ceux qui sont bientôt financés, et j'utilise ma nouvelle capacité pour aller générer du cash sur d'autres opérations. J'imagine qu'il y a peut-être aussi un petit peu de ça sur. Clairement, sur ouais. Ouais, c'est exactement ça. On a très, très bien résumé, Ismaël. Et puis toi aussi, Bastien. C'est vrai que c'est pour ça que c'est puissant aussi le marchand de biens. Quand on vend, on peut encaisser l'équivalent de plusieurs mois, voire années de loyer d'un coup. Et en plus, on évite de s'ajouter des problèmes avec encore plus de locataires. Donc ouais, et surtout que moi, je suis basculé marchand de biens, c'était aussi une opportunité. Bon, ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois, années. Mais c'est vrai que j'étais plus forcément bankable avec les banques pour du locatif, alors que pour du marchand de biens, bon, les règles sont différentes, mais on va sûrement en parler ensuite. Mais c'est vrai que quand on est full endetté, ça permet de continuer l'IMO sans être contraint de faire une pause forcée à cause du taux d'endettement qui est trop élevé. Ouais. Aujourd'hui, votre situation, elle est parce que là, alors peut-être que je me trompe, hein, mais il m'a semblé du coup comprendre que là actuellement, du coup, vous êtes dédié à 100% à l'activité de marchand, donc que vous n'avez pas gardé d'emploi CDI à côté. La dernière fois, j'avais du coup, comme je disais, Thibaut, Michel de Bye Bye Patron et Club Invest. Eux me disaient qu'ils avaient conservé les CDI justement. Ils n'étaient pas sur une strate marchand, ils étaient sur une strate toujours de locatif. Est-ce que du coup, ça change peut-être au niveau des règles là-dessus pour le financement sur le marchand de biens? On peut être vraiment du coup à plein temps et se financer sans avoir besoin de fiches de paye derrière. Bon, après, j'imagine qu'il faut avoir des garanties, mais du coup, à l'heure actuelle, c'est vraiment votre activité à plein temps, pas de CDI à côté. Moi, je suis full marchand de biens. Et, Ok. et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. On peut quand même aller chercher du financement, contrairement à quand on fait du locatif. Si on n'a pas de CDI en face, c'est compliqué. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, bon, j'ai fait une pause avec le locatif parce que depuis que je suis marchand, j'ai plus de revenus réguliers. Et donc, c'est compliqué de continuer à emprunter pour le locatif. Donc oui, aujourd'hui, je suis full marchand de biens. J'ai quand même donc arbitré, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour apporter du cash pour Ouais. investir avec cette société, mais j'ai gardé quand même quelques biens les plus rentables, Oui. les biens locatifs à haut rendement, type Airbnb. Voilà. Et puis, bon, je fais des petites tentatives d'entrepreneuriat en parallèle. Voilà. Ok. Super. Ok, ouais. Et toi, Ismaël, du coup, pareil aussi plein temps sur les activités de marchand. Ouais, et puis même surtout avant, où comme je te disais, j'ai effectué une démission pour Oui. l'idée de base, c'était de revenir m'installer chez moi, mais via le locatif, notamment avec une stratégie aussi avec des locations à haut rendement, etc., avec le Airbnb, la courte durée, ce qui m'a permis de générer assez de revenus, remplacer mon salaire. Je vis modestement. Après, mes besoins sont somme toute limités, on va dire, ce qui m'a permis de me dégager de ça. Et donc là, aujourd'hui, vraiment l'envie de développer l'activité de marchand. À fond, et donc oui, sans être salarié, sans CDI, sans être fonctionnaire, sans plus rien. Ouais. Ok, ouais. C'est vrai que à l'heure actuelle, moi, c'est vrai qu'il y a deux stratégies principalement nous, qu'on met en avant de toute façon là en ce moment pour faire du cash, mine de rien, tout en restant sur le modèle IMO, c'est la courte durée et le marchand, qui sont pour moi encore voilà, la courte durée, on peut aller générer suffisamment de cash pour battre, on va dire, les mensualités. Alors certes, il faut quand même être capable d'anticiper de potentielles mises à jour juridiques sur certains marchés, certaines villes. Vous, là, vos courtes durées, elles sont situées où? C'est à Poitiers, du coup, ou c'est dans d'autres villes? Pour ma part, moi, c'est tout full à Poitiers? Poitiers. Ok. Alors, j'ai pas de contraintes à Poitiers. On n'a pas de contraintes sur l'enregistrement, etc. C'est assez free et jusqu'à aujourd'hui. Par Ok. contre, on est soumis à la fiscalité un petit peu comme tout le monde, ceux qui étaient meublés de tourisme classé. Ouais, il y a eu, ouais. Moi, Vous c'était pas avez, mon cas, mais je souhaitais le devenir justement. Au final, je ne peux pas. Mais bon, donc oui, il faut s'adapter. Et après, sur quand même le Airbnb d'une façon générale, alors ça va pas être vrai partout, hein, il y aura forcément des contre-exemples, mais c'est quand même devenu assez concurrentiel. Et c'est peut-être un peu moins la panacée que c'était il y a quelques années. Donc voilà, c'est quand même encore une fois, on en revient sur un peu la diversification, ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les différentes classes d'actifs, mais on pourrait s'appliquer sur l'immobilier, sur les différents modes d'exploitation aussi.
et ce qu'on en fait. Juste un petit point, je reviens par rapport au fait d'être salarié ou non pour l'activité de marchand. Donc là, on ne l'est pas, mais ce qui nous permet aussi d'avoir du temps pour quand même dénicher des affaires, suivre les travaux, lancer les chantiers, continuer à se former, etc., etc. Parce que c'est quand même pas rien. Il y a un gros poste en termes de marchand de biens sur les responsabilités, sur la fiscalité, la TVA, etc., qui sont vraiment pas négligeables. Et à un moment donné, pourquoi pas de continuer de salarié et tout, c'est très très bien. Et tant mieux si on peut faire, on peut tout mener de front. Mais il y a quand même des choix qui s'imposent. Les journées font que 24 heures pour tout le monde. Et donc, le fait de se mettre aussi full time dessus, ça permet d'être vraiment focus et de, à mon sens, potentiellement aller plus vite aussi, de faire les choses potentiellement, encore une fois, un peu mieux, correctement, etc. Même si c'est pas forcément opposable, mais bon, ça permet aussi de remettre un peu de contexte par rapport à ça. Mais parce qu'à un moment donné, on peut pas tout faire, quoi. Ou alors s'associer aussi, c'est une des bonnes raisons, le fait de s'associer, c'est qu'on va pouvoir potentiellement s'appuyer sur des compétences, des qualités ou du temps que chacun va pouvoir avoir. Alors soit ça va être des compétences, soit ça va être une force de frappe financière, soit ça va être du temps, soit ça va être etc., etc. Donc ça peut être bien aussi de l'association par rapport à ça. Mais voilà. Non, mais complètement. C'est vrai que c'est un métier à part entière, hein, comme tu disais. Donc effectivement, ça mérite aussi l'implication à la hauteur de ce que ça demande, quoi, en face. Clairement, ouais. Parfait. On va rentrer un petit peu du coup dans la technique, messieurs, sur la partie marchand. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous dire, en tant que débutant, voilà, pour une personne, alors aussi pour information, pour restructurer, pour recontextualiser un petit peu, le marchand de biens pour une personne qui débuterait vraiment dans l'immobilier, globalement, c'est d'effectuer l'activité d'achat-revente à titre professionnel, puisque l'achat-revente en soi, on peut l'effectuer à titre particulier, on peut revendre un investissement locatif, sa résidence principale, ce qui est d'ailleurs la solution empruntée par beaucoup de personnes pour se lancer dans le marchand. Est-ce que vous, déjà, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, vous pouvez nous donner quelques conseils justement pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer en termes de, comment dire, quel marché cibler? Est-ce qu'il vaudrait mieux cibler un marché proche de chez soi qu'on connaît bien? Voilà, en termes de montant, en termes de budget, en termes de stratégie, RP, pas RP, division de l'eau, pas division de l'eau, travaux, pas travaux. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques conseils là-dessus? Si voilà, je suis débutant, j'ai 28 ans, premier salaire, je veux me lancer dans l'immobilier, on est en 2024, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut se lancer? Bon, il y a plusieurs questions dans la question, mais ouais, effectivement, comme tu le dis, le marchand de biens, c'est acheter et revendre, c'est sûr. C'est comme jouer au foot, quoi. Je veux dire, on va sur le carré vert, on tape dans un ballon et on gagne des millions, quoi. C'est pas si simple que ça, il y a plein de subtilités. Mais effectivement, déjà, le gros inconvénient du marchand de biens, c'est cette obligation professionnelle. Donc déjà, il faut le savoir, qui nous engage envers les acquéreurs en tant que pro. C'est-à-dire qu'on n'est pas protégé. Si quelques années plus tard, l'acheteur décide de se retourner contre nous parce que, je sais pas, on n'a pas stipulé quelque chose, une anomalie, un défaut, ou, je sais pas, un problème structurel, c'est difficile de se défendre devant un tribunal. C'est toujours le particulier qui gagne contre le professionnel. Donc ça, c'est déjà l'inconvénient majeur qu'il faut quand même savoir quand on débute. Et non, moi je déconseillerais quand même à quiconque de se lancer dans le marchand de biens parce qu'on a vu de la lumière, quoi, parce que ça semble lucratif, mais sans compétences dans l'immobilier, sans expérience, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Faut quand même faire ses armes. Voilà. Moi perso, j'avais un background dans les travaux, donc déjà j'ai éliminé cette crainte de la rénovation quand je me suis lancé. Ouais. Mais comme je disais, ouais, c'est bien de faire ses armes dans le locatif comme a fait Ismaël, ou même moi, hein, comprendre les processus d'achat, de vente chez le notaire, la fiscalité. Voilà, être formé ou en tout cas acquérir des compétences sur le tas, ça me semble indispensable. Je pense pas qu'il faille commencer par le métier de marchand de biens. Et effectivement, tu disais, il y a aussi le sujet de la résidence principale. Donc en France, on a cette superbe niche fiscale qui ne taxe pas sur la plus-value quand on revend notre résidence principale. Donc moi, perso, j'exploite cette niche, hein, beaucoup en ont profité. Mais bon, c'est pas parce qu'on fait ça que ça fait de nous un professionnel et un marchand de biens. Donc forcément, cette stratégie peut nous mettre la puce à l'oreille. Voilà, ça me met d'ailleurs la puce à l'oreille à beaucoup de personnes quand ils voient les dollars arriver sur le compte après la vente d'une résidence principale. Alors on se dit chouette, de l'argent facile, mais bon, même s'il y a pas d'argent gagné facilement, mais en tout cas, quand on est marchand de biens, on a d'autres contraintes de professionnels qu'on n'a pas en tant que particulier, et notamment cette responsabilité là de professionnel de l'immobilier, quoi. C'est sur 10 ans, hein, c'est ça? C'est 10 ans après la livraison du. Ouais. C'est ça. Bon, après, on demande quand même des décennales aux artisans, hein, pour pouvoir se retourner. Oui. S'il y a des problèmes, hein, et puis bon, le mieux, c'est d'avoir des bonnes assurances aussi, telles que la dommage ouvrage, on pourra y revenir. Ouais, moi, je dirais,
Je dirais tout comme Sylvain, juste avec une petite nuance, à la limite, un jeune qui souhaite se lancer, à la limite, qui a pas trop d'expérience, etc. Moi, je dirais à la limite, pourquoi pas, parce que bon, allez, de principe, allez, de pas se mettre de barrière. Mais encore une fois, via notamment éventuellement l'association, ou si la personne s'entoure de personnes qui ont déjà l'expérience, des personnes qui ont déjà fait. Donc à ce compte-là, ça pourrait, à mon sens, vraiment me convenir philosophiquement, on va dire. Mais voilà, mais encore une fois, mais que ce soit dans l'activité de marchand, mais même le locatif, etc. D'une part, c'est de se renseigner, de s'intéresser, et encore une fois, d'écouter ceux qui ont vraiment l'expérience, ceux qui ont déjà fait, et pas forcément le copain à la machine à café qui a toujours un avis sur tout, mais qui a jamais rien fait de sa vie, entre guillemets. Donc voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, avec notamment ton émission, d'autres, les ressources qu'on peut avoir sur Internet, les livres, etc., il y a déjà énormément de ressources disponibles, gratuitement ou quasi gratuitement. Enfin, pour quelques centaines d'euros, on peut vraiment se former très très facilement, de façon assez complète sur tous ces sujets. Donc voilà, s'intéresser, comme dit Sylvain, sur le process, sur les enjeux, sur la fiscalité, sur les responsabilités, etc., connaître son marché. Pour revenir à ce que tu disais, je pense que Bastien, c'est intéressant. Après, encore une fois, il n'y a pas de vérité, mais ouais, commencer sur un secteur qu'on connaît, proche de chez soi, ça peut être intéressant, à mon sens, dans le sens où on va perdre moins de temps pour les allers-retours, pour des suivis de chantier, on va connaître son marché, donc grosso modo, on va peut-être avoir un raisonnement prix au mètre carré, valorisation, je fais les travaux, comment ça va être valorisé, etc. Donc forcément, si on est proche de chez soi, souvent on a quand même plus de facilité à connaître ce marché plutôt que de connaître le marché de la petite bourgade à 300 km chez soi qu'on connaît absolument pas. Donc oui, pour ces raisons-là de praticité et de connaissance, on va dire, du secteur, ouais, ça peut être quand même une voie un peu plus simple. Après, encore une fois, il n'y a pas de vérité. Je suis sur Poitiers, je m'associe avec un Breton. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des connexions qui peuvent se faire comme ça. Et ouais, non, ça peut être intéressant. Ouais. Je pense que ça rassure aussi de commencer sur un marché où on connaît. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, un petit peu le conseil que vous seriez donné, c'est d'avoir commencé, surtout toi Sylvain, du coup, parce que Ismaël, tu as commencé quand même vachement tôt, mais de commencer plus tôt. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un des grands facteurs, c'est le facteur psychologique, de se dire, ok, j'y vais, je me lance. Et effectivement, commencer sur un marché qu'on connaît. Forcément, on va connaître plus de monde, forcément, on va connaître un ami ou plusieurs amis qui ont acheté dans la ville. Et effectivement, c'est vrai que ça lève beaucoup de barrières pour se lancer. Concrètement, quand on est marchand, quelles sont les étapes de A à Z? Bon, alors, je sais que là, on pourrait rester 10 heures sur cette question, mais si on essaye d'être synthétique, pour vous, les étapes principales lorsqu'on veut réaliser une opération bien ficelée de marchand, c'est lesquelles? De la définition du budget à la revente du bien. Je sais que c'est une question qui peut durer très longtemps. Hein. Alors, pour écourter la question, je me permets, je vais refaire un petit encart pub. Et là, pour le coup, c'est simplement, il y a, Sylvain, il a un LinkedIn qui est vraiment extraordinaire où tous les jours, il communique, etc., sur l'activité de marchand, sur le process, sur les différentes étapes. Et c'est une ressource inestimable. Donc déjà, pour répondre à ta question, ceux qui veulent vraiment avoir la réponse, ils ont une grande partie de cette réponse en suivant le LinkedIn et les différents posts de qualité de Sylvain. Merci pour la mais sinon, je te laisse la main, Sylvain, pour détailler le process de A à Z. Le process, écoute, non, je sais pas, on visite, on signe, on achète et on revend. Voilà. Non, mais déjà, il faut définir ce qu'on recherche, quoi. Donc, peut-être sonder la concurrence, savoir ce qui se vend dans notre secteur. Et vous avez parlé du secteur, effectivement, moi, je conseillerais de commencer dans un secteur qu'on connaît. Analyser ce qui se vend moins bien. Voilà, par exemple, en ce moment, chez moi, les terrains, ils sont pas forcément le vent en poupe. Bon, du coup, j'y vais mollo avec les terrains. Voilà, faire une étude de marché. Voilà, après cette étude, je pense qu'il va falloir visiter, appeler son réseau, se faire voir, faire marcher le bouche à oreille, faire des offres quand il y a un potentiel. Et puis ensuite, quand on a la perle rare, on signe le compromis. Donc, le mieux, c'est de pouvoir pré-commercialiser dans ce laps de temps d'ailleurs entre le compromis et la signature authentique pour revendre le plus rapidement possible pour éviter au maximum les coûts de financement. Parce que ça coûte quand même, on peut en reparler aussi, mais voilà. Et après, on signe, on revend. Sur le papier, c'est pas simple, hein. Bon, sauf que ça va dépendre du projet, de ce qu'on y fait, s'il y a de la rénovation ou pas. Moi, je m'attaque à des divisions, donc on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui tournent autour de ça, que ce soit le géomètre, le notaire, les artisans et puis les agents immobiliers aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça, hein, le sourcing, c'est connaître son secteur, aller au charbon, faire des visites, faire des visites. Des fois, tu vois, je vais visiter un bien que j'ai vu sur Bon Coin, je sais pertinemment que je l'achèterai pas, mais j'y vais car c'est un bon agent immo dans le secteur. Donc voilà, il faut faire connaissance pour éventuellement voir ce qu'il propose. Peut-être qu'il y a une prochaine affaire en off.
peut-être qu'il a autre chose en stock ou qu'il va rentrer quelque chose, ou on ne sait pas, ou qu'il a un collègue qui a un bien qui correspond à notre recherche, tu vois. Voilà, donc faut bouger de son canapé, quoi. C'est vrai que c'est un métier d'humain, quoi. C'est vraiment connaître du monde, exploiter son réseau. Ismaël, je sais pas si tu voulais rebondir sur un point. Ouais, clairement. Et le process, c'est pareil. Je pense que connaître son secteur et cibler une typologie de produit, alors pas forcément s'enfermer dans des cases, mais comme Sylvain, par exemple, lui, il va être expert sur la division, sur donc la création de lots. C'est tout un process, comme il le disait, avec différents acteurs, aussi avec l'administratif, les demandes à l'urbanisme, etc., etc. Et donc peut-être se spécialiser ou se tourner plus vers tel type de voie, etc. Et pareil, sur chaque secteur, je sais pas, on va voir, suffit par exemple de regarder le Bon Coin, est-ce qu'on a gavé de T2 qui sont en vente? Donc là, on va se dire, bah, tiens, ça va être peut-être plus concurrentiel, c'est un marché d'offres et de la demande. Et si par exemple, à l'inverse, des maisons individuelles, etc., il y a une carence, bah, peut-être se tourner sur un secteur comme celui-ci. Donc il y aura certainement beaucoup moins d'offres. Il faudra aller peut-être jouer des coudes pour avoir quelque chose, trouver un produit qui nous correspond. Mais ça se fait surtout, la réussite d'une opération va se faire forcément à l'achat, mais c'est surtout d'anticiper la vente au prix plutôt plus ou moins du marché. Alors après, il y a des moyens de valoriser avec des travaux de qualité, etc., pour valoriser potentiellement supérieur au marché. Mais même aller sur une opération où on va vendre au prix du marché, ben, il va falloir trouver quelque chose où il y a une tension déjà de l'offre et de la demande et se spécialiser sur un type de bien. Ça peut être les terrains également. Notre associé Damien, lui, est plutôt expert sur tout ce qui va être le foncier, etc. Et donc, voilà, je pense que d'avoir un petit peu ses spécificités, ses particularités, ça peut être une voie pour se spécialiser et de dégainer plus vite et connaître une typologie de biens, de connaître un secteur, de connaître et d'aller plus vite, quoi, tout simplement. Ok, ouais. Et c'est vrai que, du coup, pour revenir sur un point, c'est vrai que quand on prend un peu de la hauteur sur l'activité, et qu'on la résume de manière très simple, tout à l'heure, Sylvain, tu disais, c'est comme un terrain de foot, le but, c'est de marquer. Et là, c'est vrai que le but, c'est. En fait, le but, mais comme de partout, je veux dire, sur du marché action, du marché IMO, du marché crypto, c'est d'acheter à un point A et revendre à un point B, idéalement plus cher que le point A. C'est-à-dire acheter à un prix de marché, faire en sorte de revaloriser le bien et revendre le bien. Donc, dans toute cette structure-là, il faut aussi avoir une excellente gestion des coûts, des marges. J'imagine que pour vous, c'est quelque chose d'essentiel. Et le but, enfin, là où je veux en venir, c'est qu'on peut faire une très bonne affaire en revendant au prix de marché. Donc, il y a cette notion aussi d'anticipation, donc des différentes charges, des différents coûts, et également aussi de savoir déterminer le prix de marché. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous faites pour déterminer le prix de marché, vous dire, bon, bah, même si je revends dans 6 mois tel bien au prix de marché, vu que je l'ai eu à moins 40, moins 50%, je sais que je vais faire une affaire exceptionnelle. Comment est-ce que vous vous y prenez, vous, à l'heure actuelle, pour justement étudier, définir le prix au mètre carré dans un secteur? Ouais, pour définir le prix de marché, il y a plusieurs indicateurs, il y a plusieurs sources. On peut discuter avec les notaires, avec les agents immobiliers pour avoir leur ressenti, demander. Il y a la connaissance aussi qu'on va se forger si, notamment, Sylvain, il appuie dessus. Si on s'est déjà forgé une expérience dans l'immobilier locatif, etc., en amont, ben, ça nous permet d'avoir comme ça déjà des marqueurs. On connaît notre prix de marché, le fait de suivre un petit peu les différentes annonces. Il y a tous les sites en ligne avec les simulateurs, la meilleure agent, etc., aussi. Il y a une base qui est intéressante aussi sur la base notariale, notamment le site DVF Etalab, où là on a les prix des ventes réalisées, effectuées, effectives. Alors souvent c'est peut-être des ventes qui sont passées il y a peut-être un an et demi, donc c'est peut-être pas forcément, il y a peut-être une latence entre la réalité du jour. Donc en croisant ces différentes sources, ces différents indicateurs, on arrive à se forger déjà une idée pour quelqu'un qui commencerait à se forger une idée du prix de marché. Et après, avec l'expérience, voilà, et puis en suivant les tendances du marché. Juste pour reprendre un petit point que tu as dit, c'est clairement ça l'activité de marchand, c'est de revendre plus cher que ce qu'on a acheté en maîtrisant tout le process des charges, des coûts, etc. Donc il y a quand même un travail assez minutieux, même si c'est pas plus compliqué que ça, hein, même avec un bon vieil Excel, tout mettre dans une case, les plus, les moins, et puis terminer. Mais il y a quand même peut-être potentiellement beaucoup de personnes qui se sont lancées ces dernières années, un petit peu tête baissée, etc., qui sont un peu brûlées les ailes dans le sens où c'était assez simple, vu qu'il y a eu quand même d'une façon générale sur la métropole une évolution du marché qui était quand même avec une tendance à la hausse assez violente en 2-3 ans de temps. Quiconque faisait une opération, entre guillemets, faisait une bonne opération en aller sur un laps de temps de 6 mois, un an et demi. C'était bingo parce que le marché a tellement pumpé tout seul, même si le mec il a pas été bon sur son imposition, qu'il s'est fait rattraper sur de la TVA d'une partie ou qu'il a pas structuré ses marges correctement, etc. Il sentait au moins sur ses pattes parce que voilà. Et donc faire attention à ça et à cette période de dire tiens argent facile parce que encore une fois comme tout
secteur, c'est cyclique et sur un marché haussier, c'est plus simple que sur un marché baissier ou qui stagne, etc. Ouais. C'est encore différent, quoi. L'approche va être différente en fonction si l'offre est le rapport offre-demande dans quelle proportion c'est, est-ce que c'est inversé, etc. Les tendances. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte par rapport à ça. Mais oui, le but c'est clairement ça, c'est de faire une acquisition et de revendre plus cher que ce qu'on a acheté par rapport à la valorisation qu'on a pu en faire ou non d'ailleurs, parce qu'on peut acheter et revendre sans rien faire le même jour potentiellement et voilà quoi. Oui, ouais, sur des bonnes négos, ouais, justement, j'imagine que c'est un élément clé aussi de ce métier-là. On peut revenir sur 2 points justement par rapport à ce que vous disiez. Le second étant la négo, mais le premier, j'aimerais bien dans un premier temps si on peut revenir justement sur ce détail des différentes charges à prendre en compte sur la TVA. Ça se passe comment concrètement quand on est marchand? La TVA, ça c'est un sujet qui intéresse tout le monde, qui fait peur aussi, mais finalement c'est pas si compliqué que ça. Là, toi tout à l'heure, tu disais, juste pour revenir sur la question précédente, tu disais oui, effectivement, marchand de biens, c'est acheter en dessous le prix du marché et revendre au prix du marché. Ça c'est le côté simple effectivement, mais on est quand même là pour apporter de la valeur, c'est-à-dire voir des choses que les autres voient pas. Par exemple, la découpe d'un terrain, aller chercher de la valeur ou voilà, chercher de la valeur au bien, quoi. Donc ça peut être, comme je disais, ouais, découper une parcelle et différemment aménager les combles, diviser une maison, créer plusieurs appartements. Et là, on peut très bien acheter au prix du marché, régler ses problèmes, et puis effectivement en apportant de la valeur et revendre plus cher. Voilà, c'est une petite utilité que je voulais apporter. Yes. Oui. Et effectivement, il y a de la TVA. Alors la TVA, c'est un gros sujet. Donc forcément, il faut calculer sa renta en prenant en compte la TVA. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, bon, pour commencer, quand on vend des bâtis anciens, donc de plus de 5 ans, on a le choix entre être exonéré de TVA ou TVA sur marge. Donc la plupart du temps, il vaut mieux choisir l'exonération de TVA, c'est plus valable, sauf vraiment quand il y a des gros travaux, mais généralement, il vaut mieux être exonéré de TVA. Et la particularité, c'est que sur du bâti neuf, donc bâtiment de moins de 5 ans, là, on est sur la TVA sur prix total. Donc, si on vend un bien 300 000, on prend 20% de TVA sur les 300 000. Sans, Ah oui. Voilà. Okay. Voilà. Donc ça, c'est sur le neuf. Donc, c'est là où il faut faire attention à pas justement trop rénover les bâtiments qui seraient du coup considérés comme du neuf. Et là, si on s'y attend pas, bah, ça fait mal, quoi. Donc, c'est vraiment l'erreur à éviter. Faire trop de travaux, basculer en neuf et prendre TVA sur prix total quand on pensait ne pas en payer. Ouais, c'est intéressant parce que ça paraît contre-intuitif en plus dit comme ça, tu vois. C'est vrai que ouais, mais sauf que bon, par exemple, on achète un bien 150 000 avec travaux, allez, tout compris, on le revend 200 000. Et si on prend TVA total, ça veut dire 20% de 200, donc 40 000. Ouais. Voilà, on prend 40 000 de TVA, on bouffe la marge, quoi, clairement. Quoi. Donc, vous voyez que c'est pas la même, quoi. Donc on devait faire une marge brute de 50 et on se retrouve à faire 10 000, quoi. Donc il y a un petit imprévu, un peu d'IS là-dessus et on a bossé pour rien, quoi. Donc la TVA c'est simple, mais il faut tout de même faire attention. Ouais, il faut bien la prendre en compte. Ouais. Après, il y a aussi la TVA quand on vend des terrains. Donc là, il y a une petite particularité qu'il faut connaître. C'est plutôt la spécialité de notre troisième associé, là, Damien. Mais en gros, il y a pas d'exonération de TVA quand on vend du terrain. Donc on est assujetti soit à la TVA sur marge, soit à la TVA sur prix total. Donc pour faire vraiment bref, si c'est nous en tant que marchand de biens qui faisons la découpe du terrain, c'est-à-dire qu'on fait venir un géomètre aux frais de notre société, donc là on prend de la TVA intégrale. Donc la subtilité est de faire découper les terrains par le vendeur. Comme ça, quand on achète, les terrains sont déjà découpés cadastralement. Et même si voilà, le marchand il s'occupe de tout, il prend les frais à sa charge. Mais si on achète les terrains déjà découpés et qu'on les revend, là on est assujetti à la TVA sur marge, et ce qui est déjà plus intéressant. Voilà, pour un petit exemple. Et je parlais tout à l'heure de la différence entre en tout cas, il y a un ratio de travaux à ne pas faire pour basculer en neuf. Donc on va peut-être pas rentrer dans une partie trop technique, mais on pourra mettre en lien l'article du BOFIP qui explique les travaux à faire et ne pas faire pour pas basculer sur du neuf. Ah oui, complètement. Et je pense que ça peut être super intéressant. Justement, en parlant de travaux, est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans le détail des différents travaux d'amélioration? C'est vrai que voilà, on est revenu dessus. L'enjeu, créer de la valeur, revendre plus cher que ce qu'on a acheté. Donc, il y a cette notion de création de valeur, création de richesse sur le bien qu'on achète. Quels sont les différents leviers justement à disposition qui existent? Selon vous, quel est le meilleur? Après, bon, peut-être que ça dépend aussi des profils de chacun. Là, vous avez plusieurs associés avec chacun ses spécificités, ses domaines de compétences, ce qui amène vraiment beaucoup de plus-value à votre équipe. Mais vous, du coup, est-ce que là, vous pouvez rentrer un peu dans le détail, justement, des différents travaux qu'il est possible de faire, des différents leviers de création de valeur sur un bien?
Ouais, bah on peut prendre par exemple l'opération qu'on lance et qu'on va mettre par exemple à disposition, on va dire du grand public, hein, pour pouvoir investir et partager l'investissement avec nous, si ça te va, Bastien. Yes, pas de souci. Voilà, donc simplement, aujourd'hui, on est dans en plus une période où on entend parler de la rénovation énergétique, enfin les performances énergétiques, etc., avec tout ce qui tourne autour du climat, etc. Et donc, il y a quand même une forte pression d'un point de vue des pouvoirs publics par rapport à la rénovation énergétique de l'ensemble du patrimoine et du parc immobilier en France. On le voit avec les différentes échéances pour pouvoir remettre en location, etc. Et quand on revend, c'est pareil, il y a eu des modifications. Et donc, ça va être un des axes pour justement créer de la valeur aujourd'hui, où il y a quand même une angoisse, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, mais de la part de pas mal de propriétaires, vendeurs notamment, qui se posent la question, qui vont vendre, et les futurs acquéreurs, ça va être quand même un des points qui vont regarder, qui va vraiment beaucoup plus peser que précédemment, notamment tout ce qui est partie DPE, etc. Et donc là, sur une opération là qu'on va faire, c'est simplement une maison. Sylvain, qui est spécialiste de la division, donc on s'est tourné là-dessus, sachant que bon, c'est quand même déjà une maison qui est déjà divisée. Donc ça, c'est intéressant, c'est déjà assez confort, notamment par rapport à tout ce qui est mise en place des nouveaux compteurs électriques avec Enedis, etc. Les délais, les coûts, voilà. Et là, on va même faire l'inverse, c'est qu'on va on va refusionner notamment 2 appartements en un. Pour, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue de la typologie, s'adresser à une cible, etc. Donc là, s'adresser clairement à des personnes pour une résidence principale, etc. Sur ce lot-là, il y aura des lots en locatif, enfin, à destination de locatifs, d'investisseurs qui seront à vendre. Et les travaux qui vont être effectués, c'est une maison années 70, type années 70, on va dire un peu dans son jus, même si c'était divisé en appartements, qui est aujourd'hui sur des DPE F et G. Et donc, l'idée, ça va être de refaire un petit peu d'isolation au niveau des comptes, de reprendre tout le système de ventilation, changer des huisseries, l'isolation aussi au niveau des murs qui va avoir un impact, rechanger aussi le système de production d'eau chaude, etc., ce qui va nous permettre d'une part, pour l'acquéreur et le futur locataire, parce qu'in fine, un logement, c'est fait pour y vivre, va être sur un bien qui va être refait au goût du jour, à neuf, etc., vraiment confort, cool et agréable à vivre, mais tout en répondant à ces différentes contraintes techniques et réglementaires, voilà, pour pouvoir proposer quelque chose de qualité avec un bon TPE qui soit pérenne dans le temps, quoi. Je sais pas si Sylvain, toi, tu veux détailler un peu plus la partie travaux. Non, c'est très bien. Il y a aussi juste pour ajouter la création de copropriété aussi, parce que là aujourd'hui c'est une monopropriété, donc il va falloir effectivement pour déloter les acquéreurs, tout à fait, ouais. à créer une copropriété. Voilà, c'est tout ce que j'ajouterais. Okay. Et puis effectivement, les lettres, ça fait un petit peu peur là sur le DPE, donc l'idée c'est de faire les rénovations en fonction pour avoir un bon DPE et que ce soit plus facile à vendre. Ouais, sur la partie DPE, même pour aller un petit peu plus loin, en fait, vu que c'est une maison qui est en F, pour la commercialisation, normalement, le vendeur est tenu de fournir un audit, c'est nouveau, et un audit énergétique en plus des DPE. Et l'audit, il a pour vocation de chiffrer, de voir ce qu'il y a à faire pour le passer sur une classe énergétique plus raisonnable, et de voir, de chiffrer un peu plus, on va dire de façon un peu plus sûre les travaux, déjà de dire ce qu'il y a à faire et de chiffrer ces travaux. Alors ça reste au frais du vendeur, tout à fait. Okay. Donc en fonction des biens, là on est sur un bien à peu près de 200 mètres carrés, ça lui a coûté, si je dis pas de bêtises, à peu près 1 500 € l'audit. Okay. Ouais. Voilà. Par contre, ça reste quand même des recommandations qui restent sommaires. Alors, ça donne une piste, mais nous, ce qu'on va faire, et Sylvain, il aime bien travailler aussi comme ça, c'est de faire en plus ce qu'on appelle un DPE projeté, c'est-à-dire de faire venir un diagnostiqueur en amont et de projeter un DPE, tiens, si on change ça, si on fait ça comme travaux, qu'est-ce qui va en sortir derrière? Donc, ça prend un peu de temps, etc. Ça a un petit coût, mais vaut peut-être mieux perdre 300, 500, 1000 € sur ça. Ouais. Et ce qui va nous orienter de façon un peu plus fine les travaux pour être vraiment dans le mille, pour faire les choses correctement. D'une part, ne pas faire des choses qui soient inutiles, et deuxièmement, de faire ce qu'il y a à faire pour être sûr derrière d'avoir la bonne lettre, etc., quoi. Et ça peut avoir une incidence parce que des fois, on va faire les travaux un petit peu à la louche, mais on va se retrouver, tiens, sur un DPE D, mais tout juste à la limite du C. Oui. Et que si on avait eu ces éléments en amont, tiens, on aurait changé 2 virgules et en passant C, tiens, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Et donc voilà un petit peu pour la subtilité aussi sur un peu le process
des travaux. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les chiffres du projet, justement, valeur d'acquisition, valeur estimée des travaux, éventuellement les objectifs de plus-value à leur vente, les différents scénarios? Pour te donner un petit peu donc des chiffres concrets, et puis Sylvain, tu pourrais peut-être détailler tes différentes opérations que tu as faites, mais là, donc sur le projet en cours, on est sur une opération, donc un prix d'acquisition de base à environ 220 000 euros, un prix de travaux environ, encore une fois, à 120 000 euros. On a des frais de notaire qui sont réduits sur l'activité de marchand de biens, avec une obligation de revente dans un certain délai. Les frais de notaire réduits, c'est à 2,5%, c'est ça? C'est 2,5%, ouais. Ouais, C'est ok. ça, contre 7,5 pour un achat locatif classique, ouais. Ouais, environ entre 7 et 8 sur un classique, ouais, tout à fait. Donc là, on a les frais de notaire, on a des frais juridiques, comptables, de structure, d'assurance également. On s'est prévu une petite fourchette d'imprévu également. Donc tout ça pour un projet global à environ 375 000 euros, et avec une volonté de revendre avec on a catégorisé donc sur deux parties, le flip réaliste et le flip parfait. En terminologie, on s'est amusé à décliner comme ça. Mais sur un flip réaliste, on va être sur une marge à 110 000 euros. 110 000 euros. Donc sur un projet qui se veut assez court, donc grosso modo à 30 points la marge, grosso modo, avec l'impôt sur les sociétés qui est comprise, etc. Enfin bref. Et donc, grosso modo, une marge à 30 points sur un projet qui se veut surtout, c'est très très simple, facile, rapide, même s'il y a quand même des travaux assez conséquents, mais ça reste que de l'aménagement intérieur, etc. Ça peut aller très très vite. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est mieux vaut peut-être potentiellement, après ça dépend des stratégies, mais enchaîner des projets avec une marge peut-être plus simple, plus safe, plus cool, mais d'enchaîner les projets, de pas trop se gratter la tête, que tout roule, que ce soit simple. Voilà, que encore une fois, d'essayer de chercher la pépite, un peu l'image d'un investissement locatif. On veut toujours le truc coup de cœur, etc., qui crache du 20% en net, en location nue, etc. à Paris. Ben non, reste tranquille. Ça peut arriver, mais à un moment donné, il faut rester sur le truc du marché. Donc voilà, une marge à 25-30 points, ça peut être assez intéressant. Et là, sur un petit projet comme celui-ci, voilà un peu l'idée. Une revente prévue du coup à échéance. Parce que là, du coup, en termes d'échéancement dans l'opération, vous en êtes où? Et une revente prévue pour quand? Parce que vu que pas mal de gens tablent sur une baisse des taux de la BCE courant de l'été, c'est vrai que le timing, il peut être incroyable si jamais voilà, les taux commencent à baisser quand vous mettez en vente. Forcément, taux qui baisse, augmentation du pouvoir d'achat, et donc mécaniquement de la valeur d'achat de vous, côté de revente. Revente prévue pour quand de votre côté sur ce bien? Ouais, c'est une opération là, donc on va attaquer, commencer à financer, parce que c'est une opération, tu l'auras compris, avec un financement participatif, avec un système obligataire, etc. Donc ça va être public. On va lancer la collecte fin février, début mars, grosso modo. On va être sur ces timings-là. Et après, donc le projet va débuter dès lors à ce moment-là, et avec une acquisition réelle peut-être avant l'été, donc un début des travaux pendant l'été. Et une commercialisation. Déjà, il y aura une pré-commercialisation sur une partie des lots dès le début. Donc potentiellement, dans 3 mois, il y aura déjà des lots de vendus, et à terme, les derniers lots seront vendus avant janvier ou février de l'an prochain. L'idée, c'est de faire en moins d'1 an l'opération totale et de la boucler entièrement. Voilà un petit peu. Et pour te répondre, c'est vrai que ça va être intéressant en effet s'il y a un contexte un peu plus favorable, un assouplissement des taux, etc. Donc en face, les vendeurs seront peut-être plus souples et potentiellement plus demandeurs, mais quand bien même ça reste tendu, etc. On est sur une typologie là de lots qu'on va revendre. Il y aura deux petits T2. On est sur une petite ville juste à côté de Poitiers, mais une ville assez huppée, assez chic, où il y a très peu d'appartements sur le marché. Donc voilà, on est sur des T2 qui vont être commercialisés aux alentours de 110-120 000 euros. Donc quand même des petits budgets accessibles un peu à tout le monde. Donc il n'y aura pas de problème de commercialisation, indépendamment du contexte économique du moment. Mais après, c'est sûr que si c'est plus favorable, tant mieux encore. Dis pas non, quoi. C'est clair. Ok, ouais, super intéressant. Et donc du coup, vous allez lever. On avait échangé rapidement. Il me semble que vous allez lever sous forme d'obligations, des obligations avec un coupon qui se situe comment, et vous levez quel montant en obligations. Ça d'ailleurs, ça peut être intéressant que vous détaillez un peu dessus. Comment on va se financer en marchand,
Et là, du coup, en prenant votre exemple, je pense que ce sera vraiment le plus parlant pour vous. Comment on se finance en marchand? Et là, du coup, avec les chiffres concrets sur cette opération-là. Comment on se finance en marchand? Bon, il y a toujours le schéma traditionnel avec la banque, de toute façon. On parlait un petit peu de comment débuter en marchand tout à l'heure. Donc déjà, il faut avoir un petit peu de cash. La banque, elle va pas prêter à 110% comme elle pouvait le faire à l'époque pour du locatif, même si c'est plus tellement le cas. Il va falloir apporter en général 30% quand on débute. Après, on peut réussir à négocier jusqu'à 20%. Donc ça, c'est pour le financement traditionnel. Et ensuite, il y a beaucoup de plateformes de crowdfunding, IMO. Moi, je suis passé par là au début, qui lèvent des fonds via des investisseurs privés et qui mettent Les fonds propres, du coup, c'est ça? On parle bien du 20 à 30% de fonds propres. Soit les fonds propres, soit aussi ils peuvent financer en parallèle de la banque. Il y a plusieurs options. Moi, sur une opération, pour te donner une idée, j'avais apporté les 30% d'apport. La banque finançait 200 000 €, c'est-à-dire c'était le prix du bien. Et ensuite, la plateforme de crowdfunding finançait tout le reste, les parties de travaux, de l'ordre de 150 200 000 € également. Ok, d'accord. Sur les plateformes de crowdfunding, tu penses auxquelles et ça coûte à peu près combien en termes de taux? Enfin, c'est pas des taux comme ce qu'on peut avoir en banque, mais peut-être un frais de levée de fonds que vont appliquer ces plateformes. Ça se passe comment à ce niveau-là? Effectivement, donc déjà sur une banque traditionnelle en ce moment, on est pour ceux qui connaissent vraiment pas le métier de marchand, on n'est pas sur les taux comme sur du locatif ou l'achat de résidence principale, on est beaucoup plus haut. Donc là, actuellement, on a environ autour de 8% à peu près pour du financement de marchand, sachant qu'ils financent sur 24 mois, donc les délais sont beaucoup plus courts. C'est pas des prêts qu'on va traîner sur plusieurs années. Et pour revenir à ta question, le crowdfunding, déjà, il y a la plateforme qui doit se rémunérer. Et puis, en général, elle rémunère les investisseurs à hauteur de 10%. Donc, nous, là, avec le bon flip, on va faire mieux que ça. On va rémunérer les investisseurs de l'ordre de 13% là, sur cette première opération dont Ismaël parlait. Donc, mis bout à bout, pour revenir à ce que tu disais, donc les investisseurs qui sont rémunérés environ 10%, la plateforme qui prend 7-8%, ça va dépendre des projets et du montant à financer. Mais on est vite sur du 16, 17, 18%, voire même un peu plus. Donc, donc là, il faut gazer, quoi. Donc, il ne faut pas avoir un temps de portage trop long. C'est pour ça que le temps est très important. Le temps de portage de l'opération est vraiment, faire vraiment la diff sur la marge à la fin de l'opération, surtout quand on se fait financer par ce genre de c'est vrai que là, c'est mieux que de ne rien faire, de toute façon. Certes, c'est plus cher, mais si la marge est encore là, pour se lancer, c'est quand même une bonne option. C'est vrai que contrairement. Je sais pas si tu voulais dire, tu voulais rebondir, Ismaël? Oui, non, après, je peux rebondir un petit peu sur le milieu des plateformes. En effet, après, on peut en citer. Il y en a plein de très connus sur le crowdfunding immobilier, que ce soit Naxago, Minity, peut-être pour les plus anciennes, qui eux vont financer peut-être plus une activité aujourd'hui de promotion de choses, de projets beaucoup plus conséquents, mais souvent avec des délais aussi un peu plus conséquents. On va être souvent sur un système quand même pareil obligataire. Avec des rendements qui aujourd'hui sur ces plateformes allaient aussi entre 6 et 9% grosso modo en fonction du projet, mais avec encore une fois une liquidité qui va être amoindrie avec souvent des délais de 2, 3, 4, 5 ans. Après, il y a d'autres plateformes qui sont lancées sur le financement pour même des biens pour faire tourner en locatif avec une vocation de conservation long terme. Donc là, c'est pareil, ça va être un système obligataire, etc. Mais on va s'engager peut-être pour 5, 6, 7, 8, 10 ans de façon beaucoup plus longue. Et après, d'autres plateformes, notamment, je pense, Sylvain, toi, tu voulais évoquer la première brique. Il y a d'autres plateformes comme ça qui financent des investisseurs privés. Donc un coût, grosso modo, forcément, faut rémunérer l'investisseur qui investit clairement dans un projet. Donc là, il va être rémunéré 7, 8, 9, 10, 11% en fonction, peut-être même plus en fonction des projets. Ça a tendance quand même à baisser un petit peu une fois que ces plateformes sont installées. Et forcément, ils prennent leur marge. Donc pour celui qui soulève les fonds, oui, on va se trouver aux alentours de 18, 19, 17% en fonction. Et nous, avec le bon flip, on souhaite clairement rémunérer l'investisseur qui font confiance, qui suivent dans le projet. En tout cas, sur ce projet-là qu'on vient de citer, sur un an à 13%, tout simplement. Voilà, après avec des modalités. Si on rembourse avant,
Et c'est l'objectif, que ce soit encore même plus rapide que un an. Il y a toujours ces 13% qui soient rémunérés, même sur une opération qui durerait par exemple 9 mois, avec un système un petit peu particulier de pénalité de remboursement anticipé sur le contrat obligataire. Après, on rentre dans le technique, mais grosso modo, l'investisseur, je sais pas moi, s'il met 10 000 euros, 13%, c'est 1 300 euros tout simplement. Quand bien même on solde l'opération en 9 mois, il aura bien ces 1 300 euros, donc un équivalent de 15,5-16% si on fait le ratio pro rata. Voilà. Et par contre, à l'inverse, si pour X raison le délai dépasse 13, 14, 15 mois pour vraiment solder l'opération et finir de rembourser entièrement les investisseurs, ces intérêts continuent de courir, et ça c'est contractuel. C'est ce que permet c'est un peu la force du contrat obligataire, c'est que ça sécurise où l'investisseur est même prioritaire par rapport aux actionnaires, etc. Donc voilà un petit peu pour rentrer un peu sur cette mécanique un petit peu de financement privé, d'obligations, et même sur le cœur du projet. Je sais pas si c'est bien clair, Bastien, si tu avais d'autres questions par rapport à ça. Ouais, très clair, très clair. Franchement, super, magnifique. Là-dessus, juste peut-être un petit point, en termes de volume, au niveau du financement, si vous pouvez détailler peut-être la répartition fonds propres, banque, est-ce que vous passez avec la Caixa ou avec une autre banque, et finalement, combien vous levez sur la partie obligataire privée? Ouais, sur cette, je me permets, Sylvain, vite fait, mais sur cette opération, donc encore une fois, on est sur un volume global à 375 000 euros à peu près le projet, à la virgule. Mais l'idée, c'est de soulever en fait le maximum de jusqu'à ces entre guillemets 375 000 euros. Alors on n'ira pas forcément parce qu'on mettra un ticket mini les 3 associés fondateurs, mais c'est soulever l'ensemble par le financement privé. On va pas passer par la banque. Mais l'idée, c'est vraiment de faire participer le maximum de personnes au projet, d'adhérer au projet, d'adhérer au conflit d'une façon un peu plus large, où il y aura forcément d'autres opérations qui vont tomber très vite derrière. Et donc, il y aura un besoin aussi de financement pour croître, mais toujours pareil, avec l'idée des projets simples à comprendre, d'un montant assez raisonnable, et sur des opérations qui se veulent rapides, simples, sécures, grosso modo. Voilà, sur cette opération, c'est 1 an, 13%. On aimerait bien se tenir à peu près à ça, de fournir plus de 10 points dans tous les cas sur des opérations courtes comme celle-ci, quoi. C'est vraiment l'idée. Donc là, 375 000 le projet. L'idée, c'est de soulever jusqu'à 320, 330 000 euros en financement participatif. Ok, d'accord, ça marche. Alors pour commencer à arriver vers la fin de cet échange, ça fait un tout petit peu plus d'1 heure qu'on échange. Je voulais voir, dernier point technique au niveau des assurances quand on est marchand. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, assez vaste. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être les assurances, vraiment les essentielles, les immanquables, celles qu'on ne peut pas ignorer quand on se prétend marchand de biens? Le mieux, c'est de jamais avoir à se servir de ces assurances, quand même. Comme je disais, on a des responsabilités de professionnels avec toutes les contraintes qui vont avec. Non, mais après, c'est comme une société classique. Bon, déjà, il y a la RC Pro. Et puis ensuite, effectivement, on peut souscrire à une dommage ouvrage. Donc ça, c'est quand on entame des travaux. C'est une assurance qui est vraiment ciblée sur le projet. Donc à chaque nouveau projet, il faut reprendre une assurance. Et cette assurance, elle permet en fait de faire le lien entre la décennale de l'artisan et le potentiel acquéreur qui a un souci. Les décennales, c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est-à-dire que en face de chaque corps de métier, il faut qu'il y ait une décennale. Il faut que l'artisan ait une décennale. Donc ça, c'est vraiment à vérifier quand on fait le choix des artisans, pour qu'effectivement, si on a un problème dans quelques années, on puisse se retourner contre l'artisan pour qu'il puisse revenir faire les travaux ou corriger ce qu'il a raté. Et puis oui, comme je disais, le dommage ouvrage, ça c'est vraiment en gros la décennale du marchand de biens qui fait un petit peu tampon, qui temporise entre la décennale de l'artisan et l'acquéreur. Ok, ouais. Donc toi, du coup, Sylvain, c'est vrai que t'es arrivé dans l'immobilier, du coup, avec déjà une expérience, un background sur la partie travaux. Si demain, il y a une personne, tu vois, qui nous regarde et qui se dit, par exemple, bon, je dis une ville au hasard, mais voilà, une ville, par exemple, Marseille, où on n'en a pas parlé pendant l'échange, elle n'a pas de réseau là-bas. Est-ce que vous aurez peut-être des conseils, vous aurez peut-être des conseils justement pour comment est-ce qu'on fait quand on a des travaux à faire, s'assurer qu'on s'entoure des bons artisans, qu'il y ait les bonnes assurances derrière, que les travaux soient quand même bien faits, c'est un enjeu essentiel à la bonne réalisation d'une opération. Votre conseil là-dessus, ça serait lequel? Ouais, je reprendrai son conseil de base, Sylvain, de tout à l'heure, c'est d'une part sortir de son canapé, et deuxièmement, pour être plus concret quand même, c'est de, encore une fois, s'entourer des personnes qui connaissent,
des personnes de confiance. Et donc, forcément, la personne qui déboule à Marseille, qui connaît absolument personne dans le milieu, etc., il va quand même avoir un point d'attache, même si c'est dans le cadre professionnel, etc. Quelqu'un qui est bien câblé, qui connaît, peut-être qui connaît quelqu'un, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Mais pourquoi pas, ça peut fonctionner si ce sont les bonnes personnes de confiance, etc. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, après, un réseau, ça se fait très, très vite. Ça peut être participer aussi à des réunions d'investisseurs immobiliers. Ça se fait de plus en plus, de contacter des personnes via LinkedIn, etc. On va forcément avoir des trucs, enfin, sur les réseaux, hein, je dis LinkedIn, ça peut être YouTube, etc. Connaître un Marseillais, un truc, et d'aller à la rencontre de personnes qui nous inspirent confiance, et tout doucement, commencer à tisser sa toile et puis rencontrer des gens et faire des rencontres. Mais oui, de participer à des rencontres en physique si possible. Ça aussi, c'est une belle manière de faire son réseau. Il y a de plus en plus d'apéros IMO qui sont dans les grandes villes, etc. Donc, ça peut être pas mal. Vous avez un site web, un nom d'un réseau d'affaires auquel vous pensez, ou pas spécialement là? Il y a la communauté privée de la bonne fortune, je dirais, mais sinon, non, mais t'as Leverage Club. ton podcast, t'as ton émission, les Leverage Club, te suivent. N'importe qui écoute cette émission, a des questions particulières, peuvent nous contacter, peuvent te contacter. Bastien, je suis sûr que tu prendras plaisir à aiguiller la personne. C'est sûr qu'après, tu vas pas pouvoir répondre à tout le monde, etc. dans le détail, mais voilà, c'est vraiment doser, je dirais, c'est doser, contacter, envoyer un message, envoyer un mail, envoyer un SMS, aller au rendez-vous et pousser les portes et construire son réseau comme ça de fil en aiguille. Si vraiment on part de zéro, mais c'est assez simple au final. Si on le fait avec une approche bienveillante, cool et d'ouvrir, enfin, c'est toujours pareil. Si on est dans une optique de tout le temps recevoir sans jamais rien donner, t'as tout le temps le mec qui veut gratter toutes les infos, etc. Mais derrière, il veut jamais rien donner. Tu vois, c'est le côté un peu mec, c'est une pince ou quoi. Enfin, c'est toujours pareil dans tous les contextes. Et donc, si le mec il est cool et qu'il donne son temps, etc. Après, ça se passe bien et voilà. Et ce qui est intéressant dans une démarche comme ça proactive, c'est qu'en plus, potentiellement, on va pour, je sais pas moi, trouver un artisan. Allez, on est sur Marseille, tout le temps sur ton cas pratique. Je suis embêté, je vois un réseau d'artisans, etc. Donc, je vais pousser une porte et machin. Et puis, au final, je vais peut-être repartir avec un comptable, un notaire, un avocat que j'ai même pas dans mon char radar, mais au final, qui va aboutir sur un truc et qui sera peut-être la personne dans 3 ans qui va me déboucler une affaire, qui va avoir un impact de fou, etc. Et donc, souvent, on vient pour chercher quelque chose et on repart encore avec le plus dans les échanges. C'est souvent ça qui est super intéressant. Et je pense que tous les trois ici, on en est un peu le fruit. Tu vois, Bastien, le fait d'avoir investi, poussé la porte de l'investissement sur l'equity, etc. On en est là aujourd'hui. Avec Sylvain, c'est un petit peu pareil. Le fait d'avoir poussé, etc., sur répondu à l'appel pour participer à l'émission, au podcast, sur la petite mini-série des investisseurs que je faisais, on en est là aujourd'hui. Et donc, au final, tu vois, quelques années après, on pensait pas. Et donc, voilà, de pousser les portes, je pense que ça aboutit, si on le fait avec un état d'esprit volontaire, ambitieux et en regardant de l'avant et avec du kiff, ça derrière, ça débouche sur potentiellement plein de positifs, quoi. Ouais. Là-dessus, je suis on ne peut plus d'accord avec toi. Donc, clairement, yes, 100%. Dernière question, messieurs. Vos ambitions pour la suite? D'autres projets? Est-ce que vous allez rester dans le marchand? Une ouverture peut-être aussi, des projets à l'étranger? Pour l'instant, vous allez rester en France. Pour l'avenir, quelles sont vos ambitions? Pour ma part, c'est ça, c'est continuer à faire croître donc ma société de marchand de biens à titre perso. Et puis, bien sûr, avec Ismaël et Damien, faire beaucoup d'opérations avec cette société qui s'appelle Le Bon Flip. Et voilà, un peu de marchand de biens. Et puis, une fois que je serai un peu plus bankable, là, on a présenté le premier bilan. Enfin, on a un premier bilan avec notre société, donc, qui est très bon d'ailleurs. Donc, si on en présente encore un ou deux autres, on pourra continuer à reprendre le locatif, en tout cas reprendre à faire du locatif. Et puis voilà, moi je reste en Bretagne, en France, je suis bien, j'ai une petite famille ici et c'est l'endroit à rêver. Yes, c'est tout pareil pour ma part, continuer ce petit bout de chemin sur la voie de l'investissement, que ce soit immobilier dans les autres classes d'actifs. Là, forcément, 2024 va être vraiment très, très focus par rapport à développer le bon flip et d'accompagner le plus de personnes à pouvoir investir ensemble et puis d'accompagner indépendamment de l'investissement. C'est aussi du partage qu'on souhaite mettre en place, etc. Et puis voilà, enfin, encore une fois, partager des aventures communes et puis indépendamment de l'investissement et de l'immobilier, ça va être du kiff aussi sportif avec plusieurs projets en cours, notamment sur la course à pied. Voilà, le printemps qui arrive à très très grands pas et donc avec aussi cette volonté de kiffer dans mon jardin et développer mon petit potager que je kiffe aussi. Voilà un petit peu dans les grandes lignes et puis profiter de la vie avec la famille, etc. quoi. Ouais, où est-ce qu'on peut suivre justement du coup l'avancée de vos projets? Donc moi je vais mettre de toute façon tous les liens en description, donc vos LinkedIn et le lien du podcast La Bonne Fortune. Est-ce qu'il y a peut-être un site web, une newsletter, quelque chose pour suivre justement l'avancée de votre projet?
au moment de la diffusion de l'émission, je pense que il y aura une communication bien plus amplifiée dessus, mais il y a déjà un site web avec une newsletter, la possibilité de s'inscrire pour avoir toutes les infos en avant-première, etc. Donc tout ça, c'est OK. Sinon, oui, en effet, sur nos LinkedIn personnels, après, il y a le podcast de la bonne fortune, il y a le Instagram de la bonne fortune, où on communique peut-être un peu moins, mais les LinkedIn personnels, et notamment, encore une fois, j'encourage vraiment à se connecter à celui de Sylvain qui partage vraiment du contenu de ouf tous les jours, de grande qualité avec beaucoup de valeur sur l'activité de marchand. Donc, toutes celles, tous ceux qui souhaitent se lancer, de s'intéresser de près ou de loin à l'activité, ouais, vous pouvez aller suivre Sylvain carrément de ouf. Et suivre Ismaël aussi avec son super podcast Bonne Fortune. Hein. Il a reçu des grands noms. Il est humble comme ça, mais c'est un super podcast très très bien avec plein de tips, plein de valeurs, tout comme le tien, Bastien. Donc bravo à vous. C'est vrai que pour vous suivre tous les deux, c'est vrai que le contenu partagé par Sylvain sur LinkedIn, déjà il est fréquent, en plus il est qualitatif. Et toi Ismaël aussi pareil sur le podcast La Bonne Fortune. Moi c'est comme ça aussi que j'avais commencé à regarder un petit peu, que je t'avais contacté. C'était en allant voir justement sur le site du podcast des super intervenants, des super conseils. Donc voilà, franchement, s'il y a une personne qui souhaite se lancer dans le marchand de biens ou en savoir un petit peu plus, je vous invite à vous abonner au LinkedIn de Ismaël et Sylvain et à suivre leurs prochains projets. En tout cas, messieurs, merci infiniment à tous les deux pour la qualité de notre échange. C'est vraiment super. Un mot de la fin peut-être de votre côté? Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, c'était vraiment un échange vraiment, vraiment top. Peut-être qui sait de faire des opérations ensemble, parce que c'est pareil. Je sais que tu en as sous le pied et que tu as pas mal d'activités. Bon, ce soit forcément le conseil, accompagnement, gestion privée, CGP, voilà, mais aussi la volonté pour toi de développer encore plus aussi une activité de marchand, etc., un peu dans le même délire. Donc, au plaisir de suivre tes aventures, Bastien, et pourquoi pas faire une émission ensemble. Encore une fois, j'invite tous les auditeurs, les auditrices à te mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes. C'est vraiment super, super important. Et encore plus quand le média est récent comme ça. Donc, vraiment, aller fracasser le truc, ça fera plaisir. Et puis, voilà, merci pour tout et kiffez. Faites des belles OP à tout le monde. Je souhaite plein de belles opérations, plein de beaux locatifs, plein de beaux achats-reventes. Voilà, et plein de kiff. Tout ce qu'on peut souhaiter à n'importe quel investisseur. Messieurs, merci à vous et puis à très bientôt. Salut, à Au revoir. bientôt.